dans la Dark Dawn du 21 mai 1945, alors que le soleil ne était même pas né à propos d'Okinawa, Kao Tanaka, une jeune femme unique, accroupie dans une grotte de calcaire, son uniforme d'infirmière blanche maintenant réduit à des chiffons de sang sale et sec. Autour des étudiants du corps étudiant Imeyuri chuchotait des prières entrecoupées, tandis que les grenades américaines explosaient à l'étranger, secouant les murs et nuisant à une fine pluie de poussière blanche qui tombait sur eux comme des cendres d'un monde en ruine. Il y a 3 mois, ces adolescents ont servi en première ligne de ce qui allait devenir le chapitre le plus sanglant de la guerre du Pacifique. C'était un choix d'eux, ou du moins, c'était ce qu'ils croyaient. Ils leur ont promis qu'ils travailleraient dans des hôpitaux sûrs, loin des combats, prenant soin des héros blessés dans une glorieuse victoire finale du Japon. Au lieu de cela, ils étaient là, effectuant des chirurgies pour allumer des bougies dans des torches humides, avec des fournitures médicales qui se sont écoulées à des morceaux de tissu et de foie. Kao a serré une paire de ciseaux rouillés entre ses doigts, son seul instrument chirurgical après des semaines à essayer de sauver des soldats dont les blessures ont dépassé toute connaissance qu'elle avait. La brillante fille de Na rêvait de devenir médecin après la fin de la guerre, lorsque le Japon, bien sûr, est sorti victorieux, comme tout le monde l'a dit. Mais ce matin-là, en entendant des voix américaines résonnant à travers l'entrée de la grotte, en parlant de japonais brisés de reddition et d'aide médicale, sa première impulsion n'était pas la peur, mais un rire amer, presque hystérique. Comment ont-ils osé? Ces Américains, qui, selon tout ce qu'ils ont enseigné, étaient au bord de la famine, mangeant de l'herbe et de l'écorce d'arbres, avec des soldats déserts pour manque de nourriture, offerts maintenant d'aide. L'idée qu'ils avaient de meilleures conditions que l'armée impériale japonaise était si absurde que Kao ne pouvait que conclure, c'était un piège. Jusqu'à ce qu'un médecin américain entre dans la grotte et étend un petit paquet enveloppé dans du papier brun. À l'intérieur, quelque chose qui le ferait s'effondrer, en un seul instant, tout ce qu'elle avait cru de la guerre, de l'ennemi, du monde, le chocolat. C'est l'histoire de la façon dont un groupe de jeunes Japonais, prisonniers de guerre, a constaté que chaque mot qui avait été raconté sur les Américains était un mensonge. Et à quel point un repas est devenu plus puissant que n'importe quelle arme pour changer le cours de l'histoire. Créées sous une machine de propagande méticuleuse, ces filles étaient des filles d'une nation qui, depuis les années 1930, se préparait à une guerre totale. Pour eux, la victoire du Japon était non seulement probable, c'était un destin sacré, écrit par les mains des dieux. Sachiko Yamamoto, à l'âge de 18 ans, était le portrait de cette génération, intelligent, déterminé et profondément fidèle à l'empereur, forgé dans les cérémonies matinales, les hymnes patriotiques et les discours sur la mission divine du Japon de libérer l'Asie de l'Ouest de la jouée. Comme ses compagnons, elle a grandi en écoutant que les Américains étaient des lâches matérialistes, adoucis par l'excès, incapables de se sacrifier qui définissait le soldat japonais. Votre force industrielle? Construit sur l'exploitation des autres peuples, qui s'effondraient face à la vraie résistance asiatique. Et surtout, leurs fournitures alimentaires seraient épuisées. Les radios japonaises ne sont jamais fatiguées de répéter, les villes américaines ont souffert d'une faim généralisée, l'agriculture était dévastée, les soldats ennemis pouvaient à peine se lever, donc affaiblis. Pour Sachiko et ses amis, ce ne sont pas seulement les nouvelles, c'étaient des vérités incontestables, le fondement de son devoir et de son destin. Lorsqu'ils ont organisé leurs quelques affaires aux côtés des kits médicaux, ils étaient convaincus qu'ils travailleraient dans des installations sûres, tandis que les forces japonaises ont écrasé les Américains déjà affaiblis. La réalité qui les attendait à Okinawa, cependant, était une lourde. Cela n'avait rien à voir avec les promesses. Michiko Zato, 19 ans, était un peu plus âgé que les autres et avait plus de formation médicale, acquise dans un hôpital civil de Shuri avant d'être recruté de force lorsque les Américains ont avancé dans l'ancienne capitale du royaume de Ryukyu. Même avec une vision plus mature de la guerre avec ceux qui restent sur son chemin, rien ne l'avait préparée à l'effondrement systématique de tout ce qu'elle avait cru. Les soldats japonais qui devraient soutenir n'étaient pas les guerriers invincibles des affiches de propagande, mais des hommes épuisés et affamés, perdant du terrain chaque jour, malgré leur courage désespéré. Les fournitures médicales, qui devraient être abondantes, avaient disparu, l'obligeant à amputer les membres sans anesthésie et à entreprendre des blessures avec des bandes de leur propre uniforme. Mais le plus gros choc est venu de la nourriture, ou de son absence. L'alimentation du riz, qui devrait soutenir les défenseurs, avait été réduite à des cuillerées par jour, souvent mélangées à une sure, un maïs moulu ou tout ce qui pouvait arracher la terre dévastée. La viande était un souvenir lointain, même les légumes étaient devenus rares, tandis que les bombardements américains ont rendu l'agriculture impossible et de fournir des navires n'atteignirent plus l'île. Nous nous avons dit que les Américains devraient être pires que nous, se souviendrait Miko plus tard.
C'était le seul moyen de comprendre tout cela. Si l'ennemi était aussi faible et affamé qu'il nous a enseigné, notre souffrance aurait un but. Sinon, alors, après tout, nous battons-nous? Le poids psychologique de ces jours était écrasant pour les jeunes qui avaient été créés pour croire à l'invincibilité japonaise. À chaque nouveau jour, plus de preuves que la guerre n'a pas suivi le script promis. Mais leur éducation ne leur avait pas donné des outils pour comprendre comment cela était possible. Si le Japon avait une supériorité spirituelle, si les Américains étaient vraiment faibles et démoralisés comme ils le prétendaient, pourquoi perdaient-ils? Cette contradiction a généré un conflit interne qu'ils ne pouvaient pas résoudre. C'était quelque chose qu'ils ont à peine réussi à reconnaître au début. Pas par soupçon, mais parce que l'idée même de soins systématiques et abondants était devenue si étranger que son cerveau était lent à poursuivre ce qui se passait. Lorsque Sachiko a senti le poids de la couverture propre sur ses épaules, tissu doux, sans plaques, sans l'odeur de moisissure qui a tout imprégné d'Okinawa, sa première impulsion était de se retirer. Des choses comme ça n'existaient plus. Pas pour eux. Pas après des mois où même l'air qu'ils respiraient semblait chargé de poussière et de mort. Mais la réalité a été imposée, implacable et généreuse. Les infirmières américaines se sont déplacées parmi elles avec une efficacité qui borde les aiguilles miraculeuses, les aiguilles stérilisées, la gaze qui n'a pas été réutilisée avant la déchiquetée, les onguents qui n'ont pas besoin d'être rationnés à des doses homéopathiques. Pour les femmes habituées à improviser les pansements avec des bandes d'uniformes sales et à effectuer des amputations à la lumière des torchets de kérosène, ce niveau de ressources était un affront aux lois de la guerre qu'elles connaissaient. Comment pouvaient-ils avoir tant quand nous n'avions rien? La question résonnait dans chaque look échangé entre les prisonniers, dans tous les soupirs contenus lorsqu'ils ont reçu un repas chaud qui n'était pas une soupe de coquilles de pommes de terre. Et puis est venu le moment où la faim physique a cédé la place à une faim plus profonde, celle des réponses. Parce que ce n'était pas seulement les corps qui y étaient traités. C'était beaucoup plus dangereux, ces certitudes. Chaque geste d'humanité des Américains, un sourire en livrant un verre de lait, patience en expliquant dans un japonais brisé comme prendre un médicament, était un couteau silencieux démantelant des années d'endoctrinement. Ce ne sont pas des monstres, pensa Sachiko en regardant une infirmière noire, une autre chose que la propagande a juré n'existe pas, nettoyer soigneusement la blessure d'un soldat japonais qui, quelques heures plus tôt, aurait jeté le en elle sans hésitation. Et si rien de ce qu'il nous disait n'était vrai? Ce doute était le vrai champ de mine. Plus que les bombes qui sont tombées sur Okinawa, plutôt que la faim qui a roulé leurs tripes, c'était la terreur de constater qu'ils avaient été trahis non pas par l'ennemi, mais par leur propre pays. Le fait que la supériorité spirituelle du Japon était une fable avait dit de justifier le sacrifice d'une génération. Le fait que les Américains, loin d'avoir des barbares affamés, avaient mieux des hôpitaux de campagne que les meilleurs centres médicaux de Tokyo en 1945. C'est dans ce vide de certitude que le docteur Sarah Chen est entré en jeu. Elle ne voyait pas ces femmes comme des prisonniers, mais en tant que survivantes d'un système, elle les avait consommées. Et, plus important encore, comme une fenêtre rare pour comprendre le Japon au-delà des rapports de renseignement et une analyse stratégique. Parce que tandis que les hommes capturés ont répété les slogans de Bushido comme des perroquets, ces femmes, médecins, enseignants, étudiants, ont transporté des vérités qu'aucun interrogatoire conventionnel ne pouvait extraire. Ils savaient, par exemple, comment les mères ont caché les enfants des demandes militaires, comment les hôpitaux ont improvisé le sérum avec de l'eau de riz, car les jeunes femmes se sont portées volontaires pour la première ligne non pas pour le patriotisme, mais parce que c'était le seul moyen d'assurer un repas quotidien à leur famille. Mais avant que toute information ne soit partagée, il fallait reconstruire quelque chose que la guerre avait détruit, la confiance. Et cela n'a pas pu être réalisé avec des menaces ou des promesses, mais avec des actes qui parlaient plus fort que n'importe quelle propagande. Lorsque le docteur Chen a ordonné que les miroirs soient distribués entre les prisonniers, de nombreux officiers américains ont trouvé un gaspillage de ressources. De quoi ont-ils besoin pour voir maintenant? A demandé une majeure. La réponse est venue sous la forme de larmes silencieuses, des femmes qui ne reconnaissaient plus leur propre visage dans les réflexes, qui ont touché leurs joues creuses comme si elles appartenaient à des étrangers. Le geste n'était pas une vanité. C'était la première étape pour leur rappeler qu'ils étaient encore humains. Et c'est à ce moment d'extrême vulnérabilité, entre le chocolat qui a nié la rareté américaine et le miroir qui a révélé sa propre dévastation, que les murs ont commencé à s'effondrer. Pas à la fois, mais morceau par morceau, comme les décombres de Naha sous le bombardement. Parce que la vérité, quand elle arrive, ne vient pas avec des histoires. Il vient dans le goût d'un aliment interdit, la touche douce d'une vinaigrette, dans la voix d'un médecin qui demande comment vous appelez-vous? Dans des japonais impeccables,
comme si son nom comptait encore. Comme s'il comptait encore. Ce qui a été déplié devant eux n'était pas une simple générosité, c'était une démonstration silencieuse et écrasante de puissance. Pas le pouvoir des bombes qui avaient dévasté leur ville, ni celle des réservoirs qui ont écrasé leur défense, mais quelque chose de beaucoup plus insidieux, la preuve que l'ennemi pouvait non seulement gagner, mais pourrait se permettre de gagner. Yuki Nakamura, dont les mains avaient changé en distribuant les dernières bouteilles de morphine parmi les soldats condamnés Shuri, a maintenant vu un plat qui a contesté toute la logique de la guerre qu'ils avaient enseignée. La viande n'était pas un morceau sec de ration d'urgence, mais un steak juteux, coupé avec l'épaisseur de ceux qui n'ont pas besoin de calculer chaque gramme. Les pommes de terre n'étaient pas les tubercules flétris qu'elle avait elle-même rasés de terre bombardée, mais des tranches d'or, croustillantes à l'extérieur et douces à l'intérieur, comme si elles étaient récoltées ce même jour. Et le pain, Dieu, le pain, était blanc comme la reddition que personne n'a osé prononcer, doux comme la mémoire d'une enfance avant les rations, avant que les filles des agriculteurs ne soient transformées en infirmières avec des aiguilles aveuglées de la gaz réutilisée jusqu'à ce qu'elles déchiquetent tant. Ils n'avaient pas faim qui les a paralysés. C'était le poids des preuves. Parce que comment expliquer qu'un pays soi-disant au bord de l'effondrement nourrit mieux ses prisonniers que le Japon nourrit par lui-même? Héroïne? Tomoko Hayashi, qui avait été mâché sans assaisonner de riz pendant des jours comme une pénitence pour être en vie, sentait le lait frais comme un couteau, chaque gorgée était un coup contre les discours qui résonnaient dans sa mémoire, l'ennemi a faim, ses usines sont arrêtées, ses soldats mangent des racines comme des animaux. La vérité était de bon goût du beurre fondu sur des toasts chauds, et c'était amer. Parce que si les Américains pouvaient gaspiller du lait dans les prisonniers, que pourrait le plus gâcher? Combien de navires, combien de bombes, combien d'hommes? Le premier qui a donné en silence, avec des larmes coulant sur la vaisselle propre. Ce n'était pas une trahison, ou du moins, pas seulement cela. C'était la reconnaissance que la trahison avait commencé beaucoup plus tôt, dans les communications officielles qui échangeaient des chiffres contre des mensonges, dans les ordres qu'ils ont envoyés des jeunes mourir pour une victoire qui n'existait plus. Lorsque le docteur Shen, avec sa voix calme et son japonais sans accent, s'est assis à côté de Tomoko et a dit « Vous ne déshonorez personne en mangeant. Vous arrêtez de vous mentir », ce n'était pas un argument qui l'a convaincu. C'était le fait que pour la première fois depuis des années, quelqu'un se regarda dans les yeux et ne lui a pas demandé de croire à l'impossible. L'abondance n'était pas un cadeau. C'était un miroir. Et ce qu'il reflète n'était pas des visages affamés, mais un système entier construit sur l'illusion qui pourrait surmonter les mathématiques de la guerre. Quand Tomoko a finalement apporté la fourche à sa bouche, lorsque le goût de la vraie viande a explosé dans sa langue, riche et sans culpabilité, ce n'était pas un soulagement qu'il ressentait. C'était en deuil. Parce qu'elle savait, avec certitude que cela faisait plus mal que toute blessure, que ce morceau de pain n'était pas un signe de paix. C'était la preuve que la paix avait déjà été décidée sur des tables très éloignées de la part des hommes qui n'auraient jamais faim. Et que le Japon, avec leurs femmes squelettiques et leurs soldats qui meurent pour une poignée de riz, n'était pas un empire. C'était un sacrifice. Certains, comme Yuki, ont commencé à écrire tout dans des morceaux de papier volés, calories, parties, type de nourriture. Pas par gratitude, mais par instinct professionnel, parce que si le Japon devait se reconstruire, il devrait comprendre comment un pays pourrait se nourrir de ses ennemis alors que son propre peuple mangeait des pelures de pommes de terre. D'autres, comme Tomoko, ont cessé de parler pendant des jours, comme si le silence pouvait contenir l'avalanche de doutes qui les avalait maintenant. Parce que la question que personne n'ose poser à haute voix était simple et dévastatrice, s'ils peuvent nous donner maintenant, que peuvent-ils nous donner d'autre, et que vont-ils nous emmener en retour? Empire japonais. Chaque détail a été un coup de couteau dans la conscience de ceux qui avaient eu des années dédiées à sauver des vies pendant que son propre corps était. Suzuki a décrit comment, à Kobe, les médecins opéraient dans la lueur des chandelles parce que les générateurs ont fréquemment échoué, tandis que les Américains ont illuminé leur centre de détention avec une électricité si constante qu'elle semblait être un luxe obscène. Les aiguilles de suture, qui au Japon ont été réutilisées jusqu'à ce qu'elles soient aveuglées et rouillées, ont été jetées ici après une seule utilisation, un déchet qui était à la fois incompréhensible et révélant pour elles. Ils ont tellement de choses qu'ils n'ont même pas à sauver, a-t-il murmuré la première fois qu'elle a vu une infirmière américaine jeter une seringue encore intacte. Et nous recyclions la gaz sanglante. Mais ce n'était pas seulement l'abondance de matériaux qui la rendait stupéfaite. C'était l'efficacité. Alors qu'au Japon, les fournitures médicales ont disparu dans les labyrinthes de la bureaucratie militaire ou pourri dans des entrepôts bombardés, les Américains semblaient avoir un système où tout, des analgésiques aux bandages, est venu là où il était nécessaire si nécessaire.
Suzuki s'est souvenu comment, à Osaka, elle et ses collègues avaient passé des nuits entières à broyer des coquilles de riz pour faire une pâte qui remplaçait le plasma sanguin. Ici, ils ont du sang royal. Dans les flacons. Approvisionné. Prêt à l'emploi, a déclaré le docteur Chen, avec un mélange d'admiration et de désespoir dans la voix. Et ce n'est pas seulement pour leurs soldats. C'est aussi pour nous. Cette dernière observation a été celle qui l'a le plus secoué. Parce que, pour la première fois, Suzuki a commencé à comprendre que la guerre n'était pas seulement une question de ressources ou de technologie, c'était une question de choix. Les Américains auraient pu laisser leurs prisonniers affamés, comme le Japon l'a fait avec leurs propres citoyens. Ils auraient pu nier les soins médicaux, car l'Empire a nié les Coréens et les Chinois sous leur occupation. Mais ils ne l'ont pas fait. Et cette générosité calculée, ou peut-être cette cruauté stratégique, selon la façon de l'apparence, était plus troublante que tout bombardement. Les révélations de Suzuki n'ont pas fait exception. Chaque nouveau prisonnier qui est arrivé des îles principales a apporté des histoires qui se chevauchaient comme des pièces d'un puzzle macabre. Une technique de laboratoire de Tokyo a raconté comment les scientifiques japonais avaient abandonné la recherche médicale vitale pour se consacrer à des projets d'armes biologiques, tandis que les Américains savaient plus tard que le développement de la pénicilline de masse. Une sage-femme de Nagoya a décrit les naissances aux lampes, les femmes enceintes évanouissent de faiblesse avant d'accoucher, tandis que dans les prisonniers américains, même les détenus ont reçu des suppléments de vitamines. Un pharmacien d'Hiroshima, capturé quelques semaines avant les bombardements atomiques, a avoué que ces derniers mois, son travail avait été résumé pour diluer les médicaments jusqu'à ce qu'ils deviennent un peu plus que de l'eau colorée, tandis que les actions réelles étaient réservées à l'élite militaire. Et puis est venue la question qu'aucun d'eux ne pouvait éviter, s'ils savaient que nous ne pouvions pas gagner, pourquoi l'ont-ils combattu? La réponse, quand elle a commencé à décrire, était pire que la faim, pire que les bombes. Ce n'était pas l'ignorance. Ce n'était pas une erreur de calcul. C'était quelque chose de beaucoup plus inquiétant, un pari cynique que le sacrifice de masse du peuple japonais, en particulier les femmes, les enfants, les personnes âgées, pouvait en quelque sorte forcer les Américains à négocier. Ou, au pire, l'annihilation totale serait préférable de se rendre. Suzuki s'est souvenu des paroles d'un général lors d'une visite à l'hôpital Kobe, des mois plus tôt, l'esprit japonais ne peut pas être mesuré en calories ou en bombes. Lorsque chaque homme, femme et enfant est prêt à mourir pour l'empereur, la victoire sera la nôtre. Maintenant, assis dans une cellule propre avec un estomac pour la première fois depuis des années, elle a compris ce que ces mots signifiaient vraiment, ils savaient déjà que nous allions perdre. Mais ils ont décidé que nous allions en payer le prix. Et le pire, c'est qu'à un certain niveau, tous, les infirmières, les techniques, les étudiants, avaient été complices. Ils avaient répété les mensonges, ils avaient distribué les compteurs, ils avaient opéré des instruments sales et souris aux soldats tandis que leur propre corps tremblait de faiblesse. Ils avaient tout fait parce qu'ils croyaient. Ou parce qu'ils avaient peur de ne pas croire. Maintenant, la peur était autre chose, que se passerait-il lorsque le Japon a découvert qu'ils avaient découvert la vérité? Ils avaient été nourris avec le même récit de supériorité spirituelle, que le Bushido et la détermination japonaise compenseraient toute carence matérielle. Mais maintenant, face à des preuves écrasantes, ils ont réalisé la cruauté de ceux qui les avaient envoyés en première ligne avec des promesses vides. Ce n'était pas seulement la faim qui les a consommés, c'était une trahison. La certitude que leurs dirigeants, alors qu'ils exhortaient les gens à se serrer la ceinture, savaient déjà que l'Empire était condamné. Chaque repas dans les champs américains est devenu un acte de révélation. Le pain frais, le beurre qui n'a pas été rationné, les fruits qui ne pourrissent pas dans les dépôts avant leur arrivée à la table, tout cela n'était pas une simple abondance, c'était une déclaration docile. Au pouvoir. Les femmes japonaises, formées pour calculer les doses de médecine à la dernière goutte, pour réutiliser les bandages jusqu'à ce qu'elles tombent dans les fibres inutiles, ont regardé les incrédeurs tandis que les infirmières américaines ont jeté une gaz utilisée une fois. Les déchets n'étaient pas une négligence, c'était la confiance. Une confiance que le Japon avait perdue il y a longtemps, mais que les États-Unis ont exposée sans effort, comme ceux qui respirent. Et puis les questions sont venues, ne plus sur les traitements médicaux, mais sur la façon. Comment un pays pourrait-il nourrir ses soldats et ses civils tout en bombardant l'ennemi jusqu'à la soumission? Comment leurs usines fonctionnaient-elles sans arrêt tandis que celles d'Osaka et de Tokyo n'étaient rien de plus que des décombres fumants? Les réponses, à leur arrivée, ont été aussi poignardées dans ce qui restait de leur foi dans le système. Ils ont constaté que pendant que le Japon s'enfonçait dans la rareté, l'Amérique avait transformé la guerre en une machine de prospérité, des fermes mécanisées produisant des enregistrements,
des fournitures, les trains Lesden traversant le pays sans crainte de bombarder, les travailleurs bien nourris gardant la production à un rythme rapide. Le siège sous-marin qui aurait dû étrangler les États-Unis, n'a pas réussi à secouer son épine dorsale. Pendant ce temps, les cape-camps japonais, les navires d'escorte qui devraient protéger les itinéraires d'approvisionnement, ont été coulés et chaque torpille américaine était un clou supplémentaire dans le cercueil d'une nation qui ne pouvait plus manger. Mais le coup final n'est pas venu des chiffres, mais de la perception qu'ils savaient. Les généraux de Tokyo, les bureaucrates de Quin, les propagandistes qui ont rempli les journaux de victoires imaginaires, tous avaient accès à des rapports décrits, dans des détails froids, la supériorité écrasante de l'ennemi. Et pourtant, ils avaient choisi d'envoyer leurs filles, leurs infirmières, leurs médecins pour mourir de faim dans les hôpitaux sans médecine, tout en répétant le mantra que l'esprit surmonte la matière. Ce n'était pas l'ignorance. Il a été calculé le sacrifice. Lorsque les premières bombes atomiques sont tombées, beaucoup de ces femmes étaient déjà parvenues à la même conclusion que les stratèges américains, le Japon ne pouvait plus gagner. Pas faute de courage, mais parce que le courage, seul, ne nourrit pas un enfant affamé, ne guérit pas un soldat de gangrène, ne reconstruit pas une ville réduite en cendres. La reddition ne serait pas une défaite de l'esprit japonais, ce serait la reconnaissance tardive que l'esprit, sans ressources, sans vérité, sans espoir, n'est qu'un soupir dans le vent. Et c'était comme ça, entre les plats complets et les regards vides, que l'Empire a commencé à s'effondrer. Pas sur les champs de bataille, mais dans l'esprit de ceux qui, jusque-là, avaient été leurs piliers les plus fidèles. Et puis est venue la révélation qui a brisé les dernières illusions, ce n'était pas par ignorance que le Japon avait plongé dans la guerre, mais pour un pari cynique. Les missions diplomatiques et commerciales d'avant-guerre avaient parcouru l'Amérique en tant que spectateurs d'un spectacle de puissance qui les avait laissés étonnés. Les usines qui ne se sont jamais arrêtées, les fermes qui nourrissent des nations entières, les universités forgeant des esprits capables de maîtriser l'avenir, tous documentés, analysés, mesurés. Les dirigeants japonais savaient. Ils savaient que chaque réservoir américain est sorti d'une chaîne de montage tandis que les leurs étaient fusionnés à la main, que chaque soldat allié a mangé 3 repas par jour tandis que ses affamés sont morts dans les tranchées, que la machine de guerre des États-Unis n'était pas seulement plus grande, mais inexorable, motivée par une logique que Bushido ne comprendrait jamais, efficacité sans âme, abondance illimitée. Et pourtant, il parie. Il parie que la richesse américaine avait adouci leurs hommes, que la démocratie les avait rendus faibles à une douleur prolongée. Il parie le sang de millions dans le mythe selon lequel l'esprit surmonterait la matière, comme si la matière n'était pas, après tout, ce qui soutient la vie tandis que l'esprit seul n'est qu'un cri dans l'obscurité. Il savait, a avoué Suzuki à Shen dans un. La nuit où les mots sont sortis comme des couteaux, il savait que nous ne pouvions pas gagner, et pourtant ils nous ont envoyés mourir. Comment pouvez-vous trahir un tel peuple? Comment regardez-vous dans les yeux d'une mère qui donne son fils au recrutement, sachant qu'il marchera dans un abîme? La question n'avait pas de réponse. Il n'avait qu'écho. Pour ces femmes, la découverte était un poison lent. Certains se fermaient comme des obus, se retirant dans un silence que même les Américains ne pouvaient pas briser. D'autres, cependant, ont été consommés par une faim plus urgente que celle du corps, la nécessité de comprendre. Ils ont posé des questions sur l'économie américaine avec l'obsession de ceux qui déchiffrent un code de vie ou de mort, ils voulaient savoir comment les usines qui n'ont jamais dormi, car un pays pouvait nourrir leurs soldats et encore du pain. Certains ont commencé à voir dans l'intelligence qui ne fournissait pas une trahison, mais un acte de miséricorde, toutes les informations partagées étaient un jour inférieures à la guerre, une vie japonaise épargnée par la faim ou les bombes. Ils n'étaient ni espionnaires ni collaborationnistes pour plus de commodité. C'étaient des médecins qui avaient vu des enfants mourir d'infection faute de pénicilline, les infirmières qui transportaient des bras soudés dont les blessures ont pourché faute de gaz. Ils savaient, mieux que quiconque, le véritable coût de l'entêtement. Leur transformation était visible même dans les os. Ils sont arrivés sous forme de spectres, des côtes marquant la peau, des yeux arrière de ceux qui n'avaient pas dormi pendant des mois, des mains qui tremblaient car elle tient un verre d'eau. En quelques semaines, le maïs américain, la viande abondante, les laits qui n'avaient pas besoin d'être rationnés ont rendu le visage. Certains ont gagné 20 et 30 livres, pas la graisse de la paresse, mais la chair qui pourrait enfin respirer. Et avec le corps, l'âme est venue. Les femmes qui sont entrées sur leurs pieds, ont convaincu qu'elles seraient torturées, ont commencé à lever la tête. Certains ont aidé à prendre soin des blessés, américains ou japonais, sans distinction. D'autres, plus audacieux, ont posé des questions qui allaient au-delà de la guerre, comment les écoles ont-elles travaillé là-bas? Pourquoi les femmes américaines ont-elles voté?
Il y avait une curiosité presque enfantine en eux, comme s'ils constataient que le monde pourrait être un autre, et que cela avait peut-être toujours été. L'armée américaine était suspecte. Ils nous manipulent, marmonna certains, c'est une tactique de propagande. Mais les médecins qui les ont traités connaissaient la vérité, ce n'était pas du théâtre. C'était le son d'un système de croyance en s'effondrer. Ils n'avaient pas été brisés, ils l'avaient vu. Ils ont vu des hôpitaux à Osaka où les brûlures ont été blotties dans les couloirs comme le bois de chauffage, où les médecins opéraient avec des couteaux de cuisine parce que le scalpel était devenu des baïonnettes. Ils ont vu des villes où l'air sentait la chair humaine carbonisée, où les enfants ont joué parmi les décombres parce qu'il n'y avait pas d'école, pas de parc, pas d'avenir. Et puis ils sont arrivés ici, où l'eau chaude est sortie du robinet sans rationnement, où les blessés étaient de la morphine sans hésitation, où même les prisonniers mangeaient mieux que les généraux de Tokyo. Les repas ont été le moment le plus révélateur. Entre les fourchettes d'un ragoût qui n'avait pas besoin d'être étiré avec de la sueur, les langues se sont desserrées. Ils ont parlé du bombardement nocturne qui a transformé le ciel en un enfer orange, des tremblements lointains qui ont annoncé une autre usine en faisant tourner la poussière. Ils disent que nous gagnons, a avoué, mais dans les quartiers, les soldats pleurent pour demander à la guerre de se terminer. Un autre a décrit comment les mères de Nagoya ont enterré leurs enfants dans des fossés ordinaires, car il n'y avait plus de cercueil. Les analystes américains ont tout écrit, mais ce sont leurs expressions qui disaient davantage, la façon dont les yeux ont humidifié les hôpitaux où les rats ont contesté les cadavres avec les vivants, la voix qu'il n'a pas dit comme les kamikazes, avant de décoller, se sont écrits des lettres d'adieu, car ils savaient que personne d'autre ne les lirait. C'est dans ces détails que la vérité s'est révélée. Pas dans les communications officielles de Tokyo, où la défaite était encore appelée. Libération stratégique, mais entre les mains des infirmières qui tremblaient en décrivant la faim dans les bases navales, dans les rapports des médicaux qui ont vu les officiers mourir de dysenterie parce que la nourriture des généraux était détournée pour nourrir les armes. Le Japon ne perdait pas seulement. Lorsque le mois d'août 1945 est arrivé et que les hommes de Washington se débattaient s'ils envahissaient les plages japonaises ou risquent une arme jamais utilisée auparavant, ce sont leurs témoignages qui pesaient sur l'équilibre. Pas pour la trahison, mais pour des mathématiques cruelles, combien de vies japonaises seraient brûlées sur les champs de bataille ? Combien de villes deviendraient Hiroshima avant que Tokyo n'en fasse? Ils connaissaient la réponse. Ils avaient vu les visages de ceux qui ne pouvaient plus se tenir debout, les soldats qui se sont rendus sans se battre, les mères qui ont remis les filles aux Américains juste pour manger, les vieillards qui se sont agenouillés dans les décombres et ont prié non pour la victoire, mais pour la faim. Et puis est venu le flash sur Hiroshima. Et puis, Nagasaki. Et enfin, le silence d'un empire qui, pour la première fois depuis des siècles, n'avait rien à dire. Parmi les femmes japonaises qui connaissaient de près le pouvoir américain, ceux qui avaient été prisonniers ont été les premiers à comprendre ce que signifiait vraiment cette petite amie à propos d'Hiroshima. Ils avaient déjà vu, de leurs propres yeux, les usines qui ne s'arrêtaient pas, les hôpitaux qui ne manquaient pas de fournitures, les dépôts débordant de nourriture pendant que le Japon se déposait. Ils savaient sans aucun doute qu'il n'y avait pas de mur, pas de kamikazes, pas de fanatisme qui pouvait arrêter cette machine de guerre. Pas par peur, mais pour les mathématiques pures, un pays qui pourrait gaspiller du chocolat dans les ennemis n'avait pas besoin de miséricorde pour gagner. Et pourtant, ce n'est pas la force brute qui les a convertis. C'était quelque chose de beaucoup plus dangereux, l'humanité. Dans les prisonniers, entre les barreaux de fer et les uniformes déchirés, ils ont découvert des médecins qui ont succédé leurs blessures avec les mêmes mains qui auraient pu presser une détente. Les infirmières qui ont divisé leurs rations sans regarder l'entreprise dans le bras. Des hommes qui, au lieu de les cracher sur eux, ont offert des cigarettes et ont demandé les noms de leur famille. Comment détester un ennemi qui refuse d'être un monstre? Lorsqu'Hirohito a annoncé la reddition le 15 août 1945, ces femmes n'ont pas pleuré seulement pour la fin de la guerre. Ils ont pleuré parce qu'ils ont soudainement compris que tout ce qui avait appris à mourir, le Bushido, l'honneur incassable, la supériorité raciale, était moins réel qu'une partie du pain frais cassé en deux. Ils, qui avaient ri de l'abondance américaine comme s'il s'agissait d'une faiblesse, savaient maintenant, ce n'était pas la générosité ce qui les a nourris. Ce fut un avertissement. Un pays qui pourrait bien faire le luxe de traiter ses ennemis n'avait rien à prouver à personne. Et donc, lorsque les gagnants sont arrivés pour occuper la terre de long, ce sont ces mêmes femmes, celles qui avaient prouvé le goût de la défaite et de la compassion sur le même plat, qui se placent entre les deux mondes. Traducteurs dans les hôpitaux de campagne, conseillers du siège, pont entre la fierté blessée d'un empire et l'efficacité pragmatique des occupants. Ces témoignages, filtrés par la censure initiale, ont commencé à fuir dans les pages des journaux, ils ne nous ont pas tués. Ils nous ont donné des médicaments.
vos infirmières ont pleuré quand ils ont vu nos enfants souffrant de malnutrition. Des phrases simples mais explosées comme des grenades au milieu du discours officiel. Comment justifier le Gyokusei, le sacrifice héroïque à la dernière goutte de sang, lorsque l'ennemi a offert du lait au lieu de balles? Sachiko Yamamoto est retourné à Okinawa non pas comme traître, mais comme un prophète du possible. Il a dirigé des services où les Japonais et les Américains travaillaient côte à côte, couvrant F. La guerre s'était ouverte non seulement dans la chair, mais en mémoire. Il a écrit des lettres à des médecins qu'il avait traités en prison, maintenant des collègues, vous nous avez donné plus que de la nourriture. Ils nous ont donné le choix que notre propre gouvernement nous a nié. Dans les années 1960, alors que le monde tremblait encore avec l'ombre de la bombe, elle a créé un programme d'échange où les infirmières japonaises ont appris à Chicago et aux Américains formés à Kyoto. La médecine n'a pas de drapeau, a-t-il répété, tout en coudant la peau d'un soldat qui, 20 ans plus tôt, aurait été son bourreau. Hanako Suzuki, qui a pleuré sur un bol de viande abrupte, a transformé ses larmes en hôpitaux. J'ai voyagé à travers l'Asie organisant des missions médicales dans des endroits où la guerre a toujours dévoré les enfants, toujours avec la même leçon dans sa poche, la faim ne choisit pas le côté. La maladie ne demande pas par passeport. Dans des discours qui ont fait l'écho de Tokyo à Genève, elle a décrit comme elle l'avait vu, dans ses canettes de nourriture en conserve, pas la défaite du Japon, mais la défaite de l'idée que la cruauté était un chemin sans alternative. Nous avons appris que la faiblesse était de mourir de faim pour affamer avec dignité. Mais la vraie faiblesse était de laisser les autres mourir pendant que nous répétons des slogans. Ce qui a commencé comme des rires incrédules devant les barres de chocolat se terminait comme un verdict, la publicité la mieux construite au monde ne résiste pas à un plat chaud servi par les mains qui devraient être des ennemis. Kote Tanaka, qui avait craché sur le sol lorsqu'elle a vu le premier paquet de rations américaines, a passé les dernières années de la vie à enseigner l'anglais aux enfants dans une école primaire d'Hiroshima. Ils nous ont donné de la nourriture quand nous n'avions que la haine à offrir, a-t-il dit, tout en distribuant un crayon avec le drapeau des deux pays. Ce n'est pas le pardon. C'est quelque chose de beaucoup plus difficile, c'est la preuve que nous avions tort. Et donc, le véritable héritage de ces femmes n'est pas dans les traités de la paix ou des statistiques de reconstruction. C'est dans le silence qui a suivi lorsque, pour la première fois, une génération japonaise a entendu que l'honneur n'est pas médiatisé par des cadavres, mais dans des vies sauvées, même la vie de ceux qui étaient hier le visage du démon. Chocolat, pain, ragoût, ils n'étaient pas des symboles d'une culture supérieure, mais d'une vérité gênante. L'humanité n'est pas un luxe de temps de paix. C'est la seule arme qui, une fois utilisée, rend toutes les autres obsolètes.